Bonsoir tout le monde. Alors, c'est un petit cours qui va durer environ 6 heures. Il vous donne 4 crédits. Non, c'est pas vrai, là. On va faire ça en moins d'1 heure. Et puis, vous aurez, si vous avez des questions, vous pouvez les retenir ou, bon, vous pouvez lever la main aussi au fur et à mesure, mais normalement, je devrais répondre pas mal à toutes les questions. Ce cours est enregistré. Euh, donc, vous aurez l'information qui n'ont pas participé ce soir. Si vous voulez vous joindre à la sortie le 10 août, qui sera à Victoriaville. Donc, dans mon environnement, là où normalement, lorsqu'il y a la présence du papillon monarque, eh bien, on trouve beaucoup d'œufs, on trouve beaucoup de petites chenilles et on trouve quelques chrysalides. Les chrysalides, c'est toujours plus difficile de les trouver. Alors, donc, Flavie, c'est correct de dire que même si la personne participe au cours, même si elle fait pas la sortie le 10, c'est correct. Et les personnes qui vont écouter l'enregistrement et qui se joindre à la sortie, c'est correct aussi. Exactement. Parfait, je continue. Alors, la migration, j'aborde la migration vers le sud. Alors, le papillon monarque, il existe des populations qui sont non migratrices, il y en a qui sont migratrices. Alors, la migration qui va aller vers le sud, les monarques commencent à migrer vers le sud dès la fin août. Il peut y avoir des variations, comme on a mentionné tout à l'heure, avec tous les changements qu'on voit au niveau climat. Donc, c'est début septembre. Moi, le plus tard où j'ai vu un papillon monarque, c'était le 19 octobre. Alors, c'était comme un migrateur. J'en ai vu, ça, c'était il y a quelques années. Euh, les dernières années, les 3 dernières années, j'en vois jusqu'à la fin d'octobre. Est-ce qu'on peut penser que peut-être ils sont capables d'aller rejoindre les migrateurs? C'est des migrateurs, c'est sûr. En tout cas, il y a beaucoup de fluctuations. La période de migration, la migration se poursuit tout au long de septembre et parfois jusqu'en octobre. Ça dépend des conditions, comme je l'ai mentionné, et la disponibilité des ressources, bien entendu. Donc, il y a des régions où il y a encore des fleurs, comme les astères, par exemple, qui sont bonnes à avoir sur notre terrain parce qu'elles restent jusqu'au gel et même plus. Ils gèlent et elles sont encore là. Donc, on a différentes fleurs qui permettent justement au papillon monarque de se nourrir pendant qu'il est en train de faire sa migration, même si on est avancé dans la fin de l'été, début d'automne. La destination, on le sait, c'est dans les forêts de Oyamel au Mexique, donc à plus de 3200 mètres d'altitude. Alors, ils vont s'agglomérer, ils vont former ce qu'on appelle des kaléidoscopes, ils vont s'agglomérer et ils vont passer l'hiver dans ces forêts. La migration maintenant à l'inverse. Donc, lorsqu'on a parlé vers le sud, on a compris que c'était nos papillons que nous voyons vers la fin de l'été, qui sont nos migrateurs. Alors, d'où l'importance d'être attentif, de ne pas couper, de ne pas arracher nos plants d'asclépiade, parce qu'on fait disparaître les migrateurs. Maintenant, la migration vers le nord, la date d'arrivée du papillon monarque en Amérique du Nord, bon, ça, c'est vraiment là, ça fluctue énormément, comme on a pu mentionner. Nous, Victoriaville, nous sommes au 46 parallèles. Donc, le degré parallèle, OK, les parallèles, on monte vers le nord. Et puis, ce qui était normal pour le 46e parallèle, ben, c'était pour Victoriaville, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vers fin juin, début juillet. Puis, plus on avançait dans le mois de juillet, plus la population était élevée. Alors, ça, c'est à cause probablement des changements, la chaleur, les vents, les tempêtes. Il y a plein d'hypothèses. Ça, c'est un petit peu, ça varie maintenant. Le nombre de générations lors de la migration en Amérique du Nord. Donc, le papillon monarque, qui est au Mexique, et bon, il va commencer, lui, à peu près au mois de février, avec les rayons du soleil qui sont un peu plus chauds. Février-mars, il va commencer à s'activer et à activer aussi ses organes génitaux. Parce que le migrateur, lui, lorsqu'il est parti du Québec, à la fin de l'été, début d'automne, il a inhibé, ça veut dire arrêté ses organes génitaux. Il a gardé cette énergie-là pour la grande migration, puis l'hibernation au Mexique. Et ensuite, quand arrive le mois de février-mars, les rayons chauds du soleil activent le papillon, ses organes génitaux se remettent en marche, et là, il va avoir l'accouplement.
et on va avoir une première génération plus dans le sud des États-Unis. Donc, on pense au Texas, à la Louisiane, par exemple. Une deuxième génération. Donc, on s'entend que les papillons monarques qui ont vécu pendant plusieurs mois, les migrateurs vont vivre pendant plusieurs mois. On s'entend que leur génération va vivre comme un papillon de jour normal. Donc, ça peut varier entre 2 à 6, 7 semaines. Moi, j'ai observé jusqu'à 8 semaines, un non-migrateur. Donc, sa durée de vie. Alors, lui, il est appelé à mourir. Donc, celui qui s'en vient vers le nord, et qui s'en vient tranquillement vers le nord, c'est des générations qui vont mourir. Alors, la deuxième génération vient de ceux de la première génération. Eux vont arriver, vont pondre leurs œufs, cette deuxième génération-là, euh, plus vers autour du Kansas, le Missouri, donc des États plus au nord. Et la troisième génération va arriver au Québec. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça varie maintenant. On a vu à Victoriaville une femelle qui a déposé, au total, c'est 12 œufs. Elle a déposé ses 12 œufs le 29 mai et mes bénévoles, amis bénévoles, ont recueilli ces œufs-là. Ils sont déjà rendus en chrysalide. Il y a des papillons qui ont commencé à émerger. Et puis, moi, j'explique ça justement par les vagues de chaleur, des tempêtes, ils peuvent dériver. C'est une femelle qui a été isolée, elle a pondu à cet endroit-là, puisque nous, avec une gang de bénévoles de Victoriaville que j'ai formés, on a des endroits là, que on le sait, là, si le papillon monarque est rendu à Victoriaville, on le sait exactement où aller voir pour recueillir des œufs ou des petites chenilles. Donc, ces bénévoles-là, ce qu'elles ont fait, ce que je leur ai demandé, puis ce que j'ai fait moi aussi de mon côté, c'est qu'on regarde tous nos endroits où nous avons 100% de chance de trouver un œuf ou une minuscule chenille si le papillon est présent. Alors, du 29 mai à ce jour, nous n'avons rien trouvé. Même si j'ai vu mon premier monarque femelle hier, donc nous étions le 25 juin, elle n'a pas déposé des œufs, donc je l'ai observée plus de 45 minutes. Elle a plutôt butiné, elle avait les ailes délavées. Alors, au Québec, maintenant, ça varie. Mais la norme, là où on va retrouver le plus de papillons monarques, toutes régions confondues au Québec, c'est au mi-juillet. Mi-juillet, là, il devrait être bien installé, puis un peu partout. Donc, c'est pour la migration vers le nord. Donc, nous, ce qu'on va retrouver finalement, les premiers papillons, ce sont les arrière-petits-fils de nos papillons qui ont quitté le Québec à la fin de l'été, début d'octobre. Donc, le nombre maintenant de générations au Québec, on en discutait tantôt avec Mme Chantal. Alors, la première génération, comme là, le 29 mai, on a eu des œufs. Donc, ça prend de 4 à 5 semaines de l'œuf au papillon. Donc, pour avoir une génération. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le processus il est rapide lorsqu'il fait chaud. Donc, c'est pour ça qu'on joue entre un petit peu moins de 4 semaines à autour de 5 semaines. Donc, c'est plus vers la fin de l'été que c'est plus long, le processus. Alors, la première génération, les monarques arrivés pondent des œufs. Donc, on va avoir en juin, juillet, une première génération. Donc, dépendamment, là, comme moi, je prends l'exemple là, de ce qu'on a vu, ce qu'on a observé ici à Victoriaville au mois de mai. La deuxième génération, euh, c'est souvent cette génération-là qui va entreprendre sa migration. Ça, c'était vrai, là, il y a quelques années. Mais même l'année passée, je le mentionnais tout à l'heure, il y a eu une troisième génération et il va y avoir une troisième génération. Juste avec ce que Flavie a mentionné tout à l'heure, j'ai vu ta chenille qui était prête à former une chrysalide. Alors, ça va donner une troisième génération si il n'y arrive rien à ce papillon-là. Alors, si les conditions sont favorables, alors on va avoir une troisième génération. Donc, c'est ce qui se produit depuis quelques années. Bon, avant d'aller sur le terrain pour chercher vraiment un œuf ou une petite chenille,
Il faut reconnaître les plants d'Asclépiade. Moi, je parle plus de la commune parce qu'en nature, c'est ce qu'on va retrouver. C'est ce qu'on va retrouver aussi sur les terrains qui sont abandonnés. Alors, on remarque la fleur, hein, le bouquet floral de la commune, qui est vraiment des fleurs très odorantes, avec aussi tout le bouton qui penche vers le sol. Il est très dense. Alors, des grandes feuilles aussi. On voit ici le minuscule petit longicorne de l'Asclépiade. Alors, j'ai vu mon premier monarque hier, mais j'avais commencé 1 à 2 journées avant à voir mes petits longicornes de l'Asclépiade sur mon terrain. J'attends là, parce qu'au niveau scientifique, lorsqu'on veut vraiment faire un rapport, écrire vraiment un résultat qui est vraiment réel, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observations. Il faut que ces observations-là soient répétées. Bon, des formations scientifiques. Moi, ce que je fais depuis quelques années comme lien, et ça a été encore flagrant l'année passée, lors de l'arrivée du longicorne de l'Asclépiade, arrive le papillon. Pas avant, pas Victo. Et lorsque je ne le vois plus, à l'automne, fin de l'été, début d'automne, je ne vois plus de papillon monarque. C'est c'est vraiment un insecte qui est vraiment lié avec le papillon monarque. C'est ce que j'observe. Et ce que j'observe aussi, c'est que les endroits où vous retrouvez le longicorne de l'Asclépiade, c'est un lieu favorable pour le papillon. C'est mes observations, mais comme je vous dis, ça prend beaucoup, beaucoup de données. C'est long, la recherche. Alors, c'est ça. Alors, je montre le gros bouquet de l'Asclépiade commune, la syriaca. On reconnaît son follicule à l'automne, donc avec les graines et les petites semences. Donc, elles vont commencer. Mon fils, qui demeure à Montréal, m'a envoyé une photo où il y a déjà des follicules à Montréal. Vous avez déjà des follicules. Donc, ça veut dire que les follicules, avant même que l'été se termine, vont ouvrir et ils vont vraiment dévoiler leurs semences. Ça va être très tôt là, cette année. Les différentes espèces, je vais passer rapidement. Au Québec, ce qui est indigène au Québec, on a la syriaca, donc la commune, on a l'incarnata, on a la tuberosa. La tuberosa, euh, si on parle de plantes, elle est plus petite. C'est elle qui, normalement, va fleurir au mois de juin. Donc, c'est une plante qui demande pas beaucoup d'eau. Moi, j'ai observé un seul œuf parce que j'en ai beaucoup sur mon terrain. J'ai toutes les variétés. Il faudrait que je compte tous mes plants, mais j'en ai plusieurs centaines. Alors, j'ai trouvé un seul œuf sur ce type d'asclépiade-là, mais qui était à côté d'une asclépiade incarnate. J'avais mes petits bouquets qui étaient en pot. C'est pas l'asclépiade où le papillon va aller pondre, c'est surtout sur l'incarnate et la commune. Donc, par contre, le nectar de la tubéreuse est vraiment, mais vraiment sucré, vraiment apprécié des butineurs. Euh, Même celui de l'incarnate et celui de la commune. Mais si on a les trois en fleurs, comme c'est le cas présentement, j'ai beaucoup plus de butineurs sur mes tubérosas. J'en ai sur mon incarnate, sur mes incarnates et les communes, mais il y en a beaucoup, beaucoup sur les tubérosas. Normalement, la floraison, celle de la tuberosa, de la tubéreuse, est en juin. Celle de la commune va être au mois de juillet et celle de l'incarnate, c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir plusieurs variétés, va être présente, elle, à partir du mois d'août. Donc, elle donne du nectar longtemps pour les papillons. Mais là, elles vont donner du nectar à peu près au même moment. Puis elles vont terminer au même moment cette année. Alors, c'est ce qu'il y a de. C'est ce qui va arriver. Maintenant, le cycle du papillon monarque, le cycle de vie, je l'ai mentionné tantôt, il est entre 4 et 5 semaines. La température a beaucoup d'influence. C'est bien entendu, il faut reconnaître l'œuf à chaque semaine. Euh, j'ai toujours des personnes qui me photographient une petite boule blanche sur la feuille d'asclépiade ou sous la feuille d'asclépiade. C'est du latex séché. Souvent, avec le temps, il va jaunir un peu, mais c'est pas rond, l'œuf du papillon monarque. Il est vraiment une forme oblongue, comme on dit, il est strié,
il est d'une couleur qui est crème, il est vraiment beau, mais il est très petit. On parle de la pointe d'une aiguille. Donc, c'est sûr que si on est presbyte, on n'a pas nos lunettes de presbyte, c'est difficile de l'observer sur les plants d'Asclépiade. Normalement, on va l'observer sous une feuille. La plupart des œufs qui ont été déposés le 29 mai à Victoriaville, parce que je demande beaucoup d'informations à mes bénévoles, ont été déposés sur les feuilles. Donc, normalement, c'est sous les feuilles, en plus grande, en général. Là. Ensuite, il faut reconnaître aussi la petite chenille. Lorsqu'on va chercher sur le terrain, là, ben, la petite chenille, elle n'a pas encore l'apparence d'une grosse. Là. Elle est minuscule, elle a la pointe, elle a la longueur d'une pointe d'aiguille. Elle n'a pas de couleur jaune, noir, blanc. Donc, il faut la reconnaître. Ensuite, nous avons, lorsqu'elle est vraiment adulte, comme ce que Flavie a vu la semaine dernière, c'était assez évident hein, que c'était une chenille du papillon monarque. Donc, c'est la belle forme. Encore là, en cette période de l'année, je reçois des belles photos sur mon Messenger. Madame, j'ai une belle chenille du papillon monarque. Et non, c'est les chenilles du papillon du céleri. Je suis en train d'en élever quelques-unes dans mon jardin. Donc, en cette période de l'année, elles sont sur nos plants de persil, elles sont sur notre aneth. On peut la voir plus tard sur nos feuilles de carottes. Donc, plusieurs vont confondre la chenille du papillon du céleri avec celle du papillon monarque. Maintenant, encore là, en se promenant sur les terrains, c'est plus difficile. Je vous le dis, il faut vraiment avoir l'œil pour détecter une chrysalide. Je vous dirais que dans un lieu où il y a seulement des asclépiades, on me demanderait d'essayer de trouver une chrysalide. Même si j'ai l'œil, j'aurais probablement beaucoup de difficultés. Mais dans les milieux urbains, là où il y a plein de possibilités pour la chenille d'aller former sa chrysalide, c'est plus facile. Ben donc, il faut quand même reconnaître c'est quoi la chrysalide du papillon monarque. Alors, le papillon monarque, sa chrysalide, elle est vraiment d'un beau vert jade. Et plus elle avance dans son processus, donc on voit, parce qu'elle est transparente, on va voir le papillon à l'intérieur. Donc, on va vraiment le voir. Donc, ça, si vous en trouvez une sur un terrain, vous me le dites, vous m'envoyez l'endroit, et ce n'est pas nécessairement sur un plan d'Asclépiade, aucun nom. Alors, je vais en parler tantôt. Ensuite, il faut reconnaître aussi, si on veut voir la présence, si on voit sur un terrain, au-dessus d'un terrain, où il y a des asclépiades, on voit un papillon monarque, faut être en mesure de le reconnaître. En vol, c'est plus difficile. Il faut avoir vraiment l'œil. Donc, en vol, j'ai pas de difficulté à les différencier. Mais s'il peut se poser, alors là, ça devient plus facile. Alors, s'il se pose pour butiner, le mâle a 2 points noirs, donc l'androconie, qu'on peut voir aussi. Ça aussi, il faut vraiment avoir l'œil aiguisé. Lorsque l'aile est fermée, on le voit, le point noir au travers de l'aile. Alors, ça, c'est pour attirer les femelles. La femelle, par contre, il y a absence de ces points noirs-là. Et on voit aussi ces nervures noires, elles sont beaucoup plus larges que celles du mâle. Donc, c'est une façon de dire, ah oui, j'ai un papillon monarque, donc possibilité d'avoir œuf, chenille dans cet environnement-là. Ensuite, j'ai fait le parallèle avec le vice-roi. Donc, j'ai mis vraiment la coupe transversale de côté, en fait, pas transversale, de côté. Lorsque vous avez un papillon monarque qui est sur une fleur en train de butiner, ici, sur l'échinacée, donc on voit, c'est un mâle encore là, mais on voit l'absence de cette ligne-là ici, noire, qui passe sur les ailes qui sont postérieures, inférieures, les ailes du bas. Donc, à ce moment-là, ici, c'est le vice-roi. Donc, ce n'est pas le papillon monarque. Ici, c'est le monarque. Et le vice-roi, c'est sûr qu'à l'œil, il est plus petit, mais ça peut être embêtant parce que la femelle du papillon monarque ou le mâle, on peut en retrouver des plus petits, même grandeur, même grosseur que le papillon vice-roi. Il y a de très... Moi, je mesure des centaines et des centaines de papillons par été et ça varie. Ça varie. Il y a une très grande variation. Il y a une normale, il y a une moyenne, mais ça varie. Alors,
vraiment le papillon, le vice-roi, lui aussi, il a la même couleur que le papillon monarque. Parce que si sa chenille mange, par exemple, les feuilles du saule, elle va être aussi toxique. Donc, de la même manière que le papillon monarque. Alors, vous avez la distinction. On voit ici avec les ailes ouvertes. Donc, on voit très bien le vice-roi ici à gauche et on voit le papillon monarque à droite. Ensuite, donc là, on reconnaît vraiment c'est quoi un œuf, la chenille à stade avancé, puis ensuite, ben, on reconnaît aussi le papillon. Ça ici, c'est les abords du parc linéaire. Alors, le parc linéaire, si vous avez la chance, lorsque le papillon sera chez vous et lorsque vous allez venir chez nous, si le papillon est présent le 10 août, il devrait l'être, et on va être dans le pic, on va être dans vraiment là, dans le, il va en avoir des papillons s'il est présent, OK? Donc, il va en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça ici, c'est une portion de la piste cyclable du parc linéaire qui est entretenue. Donc, on coupe. Mais vous savez que le, le plan d'Asclépiade commune, il y a ici ce qu'on appelle des rhizomes. C'est des racines souterraines et il sort des petits plants. Alors, entre deux coupes qui se font aux 2 semaines, alors vous allez voir des petits plants qui vont pousser. La femelle du papillon monarque, si elle voit la colonie au bord du parc linéaire, donc c'est ce que vous allez observer au mois d'août, c'est l'endroit où mes bénévoles et moi-même nous ramassons, nous recueillons le plus d'œufs du papillon monarque et de petites chenilles. On les sauve. Donc, c'est des sauvegardes qu'on fait. Alors ici, moi, je ne m'attarde pas lorsque je vois des petits plants. Bon, oui, je vais m'attarder parce que mon petit côté scientifique est plus fort, là. Je vais regarder quelques plants adultes, mais pas ceux qui sont poignés dans les ronces. Et en passant, moi, j'en dégage à toutes les semaines bénévolement. Hier, j'étais avec mes ciseaux. J'ai fait ça pendant plus d'une heure. J'ai dégagé le long du parc linéaire, un peu partout dans Victo. J'ai libéré des plants d'asclépiades qui sont pognés dans les lierres sauvages, etc. La femelle, elle ne trouve pas ça intéressant d'aller pondre à ce moment-là sur un plant qui est tout pogné. Elle n'a pas accès, tout simplement. Alors ici, les probabilités de voir un œuf, de voir une petite chenille. Donc, ça va être sur ce petit plan-là. Plus on va avancer, et puis en passant, la coupe se fait ici à Victoriaville, aux abords du parc linéaire, aux 2 semaines, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et quand je parlais des rhizomes, ben, entre deux coupes, il y a le temps de pousser plein de petits bébés comme ça. Et là, la femelle, elle ne se complique pas la vie. Vraiment, ça, j'observe ça à chaque année, à chaque été. En fait, ça, c'est mon vélo. Je m'apporte de la nourriture, je m'apporte des petites chaises, je m'installe, j'attends 20 minutes, 1 heure. Je regarde comment pense la femelle du papillon monarque. Elle va survoler et automatiquement, je sais exactement où est-ce qu'elle va aller déposer son œuf. Je le sais, je suis capable de l'anticiper. Donc, elle va aller sur le petit plant. Pourquoi? La petite feuille, elle est tendre pour la petite chenille qui va naître, mais surtout, c'est qu'il n'y a aucun prédateur sur ce petit plant-là. Il n'y a pas de fourmis, il n'y a pas de guêpes qui vont butiner les fleurs, il n'y a pas de... Donc, il y a plus de chances pour la petite chenille de grossir. Elle va migrer vers les plus grands plants lorsqu'elle va atteindre une certaine grosseur, bien entendu, parce qu'un seul petit plant comme ça ne peut pas fournir, ne peut pas nourrir une chenille du papillon monarque. Euh, OK, donc là, on va aller voir les endroits. Ça, c'est ma zone, on va la visiter. Ça, c'est ma zone du papillon monarque depuis quelques années, depuis 2 ans, pas quelques années. J'observe aussi quelque chose au niveau des asclépiades communes. Il y a des populations qui disparaissent complètement. Je n'ai pas été la seule à observer ce phénomène-là. Est-ce que c'est dû, l'année passée, je pensais que c'était dû au fait qu'à Victoriaville, on avait eu une canicule au mois de mai, mais ça n'a pas été le cas cette année. Alors, dans ma zone, mes élèves que j'apporte à chaque année, à chaque été dans ma zone, c'est une zone d'environ de 70 pieds par 65 pieds. On va la visiter, elle est au bout de ma rue. Je l'ai faite bénévolement, cette zone-là, dans un parc urbain. On voit ici les modules pour les enfants pour qu'ils puissent s'amuser, les glissades, etc. Il y a quelques arbres. Alors moi,
j'ai demandé à la ville, j'ai fait ça bénévolement, de me laisser un lopin de terrain et j'ai planté 120 asclépiades. L'année passée, on en a compté aux environs avec les enfants 450 plants. Alors, je leur faisais vivre une activité de scientifique. Ils avaient à faire l'inventaire des insectes, des œufs, des chenilles, des plants d'asclépiades, etc. Donc, ils faisaient même l'inventaire des libellules. Il y avait des libellules qui volaient au-dessus de leur tête. Il y avait d'autres types de papillons que le papillon monarque. Alors, à chaque été, j'ai environ une douzaine d'élèves qui viennent m'aider à faire tout ce petit travail-là scientifique. Donc, vous allez voir ma zone, mais cette année, la zone a beaucoup moins de plants d'asclépiades. Mais je pense que le 10 août, on va en avoir autant et ça va être encore meilleur parce que les plants, j'ai coupé, c'est moi qui entretiens. Je fais un peu comme le principe de la permaculture. Alors, je ne coupe pas avec ras, là, ma tondeuse est vraiment surélevée. Et aussi, je ne coupe pas partout. OK? Donc, vraiment, là, et je laisse les. Mais j'ai dû cette année pratiquement tondre partout ma première coupe, pardon, parce que je ne voyais pas les plants d'asclépiades. Les plants, ils ont comme pas. Et là, j'ai vu que j'ai laissé des adultes et les adultes ont commencé vraiment à donner des petits bébés. Donc, au mois d'août, on devrait en avoir au-delà de 500. Ça, c'est une petite plate-bande urbaine. Attardez-vous tout le temps à ces petites plates-bandes urbaines-là. À Victoriaville, il y a toujours des œufs. À Montréal, je connais plus euh, l'île des Sœurs. À Montréal, tout ce qui est plate-bande, les commerces IGA et compagnie, il y a des œufs, des petites chenilles, mais qui ne se rendent jamais à l'état de papillon parce qu'on est toujours en train de les sarcler, comme on dit, des arracher. Donc, à chaque fois que je visite Montréal, j'amène tout le temps des chenilles, des œufs de Montréal. Les petites plates-bandes que j'ai fait à Victoriaville, donc j'en ai fait quand même plusieurs. Là où on retrouve des incarnates, alors dans les milieux urbains, c'est l'asclépiade idéale à planter parce qu'elle ne va pas se retrouver en dehors de la rocaille, en dehors de la plate-bande. Donc, ça, c'est des exemples, j'en avais déjà parlé dans mes conférences. Ça, c'est à chaque fois que j'installe, que je plante des asclépiades, le lendemain ou 2 jours après, si le papillon monarque est présent, il y a des œufs sur chacun des plants. Donc, ça donne un autre exemple. C'est ma technicienne de laboratoire qui a 2 asclépiades incarnates, 2 là, dans sa plate-bande, derrière son patio, et il y a toujours des petits œufs et des chenilles qu'on observe à chaque année. Ça, c'est vraiment la plate-bande d'un commerce. On retrouve des communes. Donc, encore là, on va retrouver des œufs. Ça aussi, on va pouvoir le 10 août, c'est pas tellement loin, on va pouvoir aller dans un boulevard industriel qui est collé sur ma zone, qui est collé sur le parc linéaire. Donc, on va pouvoir on ne fait pas un très, très grand rayon et on est dans tous les endroits où il y a beaucoup, beaucoup d'œufs et de petites chenilles. Donc, on retrouve beaucoup la présence des œufs et des petites chenilles. Alors, ça, c'est une plate-bande d'un commerce, dans le boulevard industriel. Donc, il y a des œufs tout le temps là-dessus. Ça, c'est vraiment un commerce. Ça, c'est un dépanneur. Il y a encore des communes. Donc, on voit des asclépiades communes. On retrouve des œufs. C'est à l'abri du vent. C'est accessible souvent pour la femelle. Donc, c'est intéressant. Ça, ici, c'est dans un boulevard industriel. Il y a une colonie encore d'asclépiades ici communes. Alors, on va trouver plus encore là, les petits œufs, les petites chenilles, sur les plants qui sont sur le bord, OK? Pas les plants qui sont dans le paquet ici, là. Alors, c'est là qu'on va observer. On n'a pas vraiment besoin de s'introduire dans la colonie de l'asclépiade. Le long des clôtures, je suis encore dans le boulevard industriel. Cette clôture-là, elle est riche en œufs et en petites chenilles à chaque été. Je laisse les feuilles. Moi, je rescate quand même ces œufs-là et ces chenilles-là que j'élève à la maison. Donc, si on en trouve le 10 août, on va les amener. Je vais avoir tout le matériel pour ça. Et puis, souvent, moi, je décolle les œufs. Je ne coupe pas la feuille. La raison, c'est que si cette feuille-là a été vraiment attirante pour la femelle, je me dis, il y a d'autres femelles qui vont retourner pondre et c'est ce qui se produit aussi à chaque été. Donc, les clôtures dans les boulevards industriels où on a de maigrichons petits plants d'asclépiades communes, il y a toujours des œufs si le papillon y est présent. Alors, c'est assez simple.
Ça ici, c'est vraiment remarquable. C'est une autre industrie dans le boulevard industriel qui est à quelques minutes de ma zone qu'on pourra aller voir. Alors, elle, c'est garni de petits œufs sur des petits plants d'asclépiades qu'on penserait même pas que la femelle puisse aller pondre, aller déposer. Parce que souvent, vous savez, regardez, il y a du gravier, il y a de la terre, de la poussière. Et souvent, lorsqu'il pleut, c'est un peu comme notre jardin, hein, s'il n'y a pas de paillis, s'il y a pas de, euh, s'il y a juste de la terre, après la pluie, nos feuilles de salade ont plein de terre, hein, sous les feuilles de salade. Alors, c'est plein de gravier sous les petites feuilles. Et pourtant, on trouve au travers de ça, on trouve des petits œufs. Puis c'est des photos que j'ai prises. Ce sont des endroits où j'ai trouvé des œufs, des petites chenilles. Donc, ça, c'est un terrain en friche avec quand même des belles asclépiades. Souvent, ce que je fais ici, je vais aller placer un petit bâton disant de ne pas toucher à cette colonie-là. Ici, c'est lorsqu'on part de ma maison, on va sur la piste cyclable par ce petit chemin-là. Et ce plan-là, ces deux plans-là, il y en a plusieurs, mais ce plan-là ici, qui est plus sur le bord, a toujours des petits œufs du papillon monarque. Je peux ramasser dans mon été au moins 10 petits œufs du papillon monarque, je n'arrache pas les feuilles, mais souvent, il y a un vélo qui va passer puis il va l'écraser. Fait que je le remets debout. Donc, bon, où trouver l'œuf? Ben, on l'a mentionné sur les tout petits plants. OK? Donc, on va le retrouver sous des feuilles de petits plants. Les petites feuilles aussi du centre, qui sont vraiment à la verticale, là. Si le plant est un petit peu plus âgé, et on va les retrouver aussi du mois de juin au mois d'août, mais cette année, exception, on en a retrouvé au mois de mai, donc des œufs. Souvent, ben ça, c'est ce que j'ai observé, dépendamment de l'orientation de où vous marchez. Ici, c'est la piste cyclable, le vent de l'ouest, il est là. Alors, la femelle va le déposer ici, contre vent, ici. Alors, c'est très rare qu'elle va aller le déposer ici, l'œuf, elle va le déposer sous la feuille qui est contre, en fait, qui va le protéger des vents de l'ouest. Donc, ça, j'ai observé ça aussi, mais ça prend des observations, plusieurs observations. Si votre plant est un petit peu plus gros, souvent, c'est les 4 premières rangées de feuilles. Donc, une. Donc, on a les petites feuilles ici, il faut regarder. Souvent, la toute petite chenille, si elle est présente, elle va aller se placer entre les deux petites feuilles ici. Donc, une, deux, trois, quatre. Donc, c'est souvent les 4 premières feuilles où la femelle du papillon monarque va aller déposer son œuf. Il a fait très chaud à l'été 2023. J'ai vu des œufs qui étaient déposés principalement complètement dans le bas du plant, des gros plants avec des grosses feuilles, comme pour protéger l'œuf du soleil. Donc, on voit ici encore là, je prends les feuilles. Ensuite, bon, le vent de l'ouest, j'en ai parlé, donc elle va déposer plus l'œuf à l'est. Alors, où trouver la chenille, c'est la même chose, fait que je vais passer ça rapidement. Sauf que, attention, la chenille, on va avoir un petit œuf ici. Alors ça, je l'ai observé. J'ai des photos de ça, mais je ne sais plus où elles sont. Il faudrait que je regarde mes milliers de photos. Donc, l'œuf est ici, la petite chenille va émerger. Elle va muer assez rapidement. Elle va changer de peau. Elle ne fera pas ça sur le plan. Elle va aller faire ça sur une toute petite brindille ici. Donc, voyez-vous comme c'est fragile l'équilibre. Alors, c'est sur les petites brindilles que je photographie les chenilles qui font la mue. Parce qu'un insecte qui fait la mue est un insecte qui est vulnérable. Il ne peut pas se sauver. Il est en train de faire sa mue, là. Alors, lui, il va aller se retirer du plan parce que ce plan-là, ici, là, s'il passe une chrysomèle, ça grignote une chrysomèle. S'il passe aussi des arctides, donc des chenilles, là, des poilus, là, orange et noir. Donc, le plant va se faire manger. Alors, il se retire la plupart du temps. Et même les grosses chenilles là, qui ont fait la deuxième mue, donc même la troisième mue, ils se retirent. Alors, voyez-vous, c'est vraiment là. Puis les chenilles, on va les retrouver ben, du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Donc, on va en retrouver dans la nature. Bon, il y a des schémas qui sont. Moi, quand je vous dis j'ai l'œil pour la chenille. La chenille, si je vais à la recherche de chenilles, pour moi, c'est plus rapide. Parce que je n'ai pas à regarder l'endos de toutes les feuilles d'un plant d'asclépiade. Ce que je vais faire, je vais regarder
le schéma. Donc, la chenille qui vient d'émerger fait vraiment un petit schéma qui est toujours le même. Donc, on a le petit fer à cheval, on a un petit trou ici. Donc, on le voit très bien à l'endos, donc à l'envers, à l'endroit. On a souvent le petit cœur. Ici, lorsque on voit l'oxydation du latex, là, ben, de la sève plutôt, là. Donc, lorsque c'est rendu de cette couleur, c'est que ça fait quelques heures, peut-être une journée, que la petite chenille a grignoté à cet endroit. Donc, la petite chenille n'est pas loin. Flavie, j'en avais beaucoup, beaucoup de caca, mais j'avais tellement de travail cette semaine que j'ai mes milliers de photos. Je n'ai pas eu le temps d'aller chercher le caca. Donc, c'est la photo de Flavie, crédit à Flavie. Donc, ça aussi, ça, c'est plus sur les plans qui sont vraiment les gros plans. La chenille ici, regardez sa position. Donc, lorsqu'elle a fait sa deuxième, sa troisième mue, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va manger. Elle va manger toujours la tête sous la feuille. OK? Donc, elle va être comme le dos, il est face au sol. Donc, on a le sol ici. Mais bien souvent, il y a une autre feuille ici. Donc, ses excréments vont tomber sur cette feuille-là. Alors ici, si on a des excréments ici, on peut observer que la feuille n'est pas grignotée. Donc, c'est la feuille du haut qui était grignotée. Est-ce que tu l'avais vu, Flavie? Non? Non, elle était pas sur un plan d'Asclépiade. OK. Mais est-ce que tu avais vu que, quand tu as photographié tes excréments, est-ce que tu avais vu que la feuille en haut avait été grignotée? Je me rappelle pas. OK. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut observer qui est intéressant. Toujours, où regarder la chrysalide du papillon monarque? Ça, c'est plus difficile. En nature, dans ma zone du papillon monarque, j'ai observé, j'ai des arbres. J'attends plus la perte des feuilles à l'automne pour observer s'il n'y a pas une chrysalide vide. C'est assez difficile parce que justement, sa coloration, ses petits points dorés permettent la rendre presque invisible dans la nature. Par contre, si vous avez un milieu urbain où il y a des clôtures, il y a des avant-couvertures, il y a des solages, des usines, là, il y a un petit rebord. Alors là, vous pouvez trouver des chrysalides vides ou des chrysalides qui sont vertes, qui ont pas, qui ont pas, le papillon n'a pas encore émergé. Alors ici, ça c'est très rare. Ça c'est mon œil. C'est une petite colonie qui pousse à chaque année sur mon terrain, une petite colonie de communes. Alors, j'ai jeté un œil. Normalement, je ramassais les œufs, je ramassais les petites chenilles. Il y a une chenille qui m'a échappé, mais qui n'était pas dans cette minuscule colonie-là, parce que il n'y avait pas de feuilles grignotées. Alors, mais j'ai d'autres colonies plus loin, là, j'en ai. Donc, ça parcourt, lorsqu'elle est en stade de former, donc de faire sa cinquième mue, lorsqu'elle est en stade de trouver un endroit pour faire son gîte et ensuite sa chrysalide, elle peut parcourir plusieurs mètres. C'est surprenant le nombre de mètres. J'en ai déjà suivi des grosses chenilles. Donc, elle cherche l'endroit le plus sécuritaire. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment là, exceptionnel sur un plan d'Asclépiade commune. Maintenant, ça, c'est des personnes qui m'appellent, c'est des personnes qui sont mandatées, c'est des personnes qui me connaissent. Je leur dis, tu as une colonie d'Asclépiade chez toi, tu restes en campagne ou tu restes dans un milieu urbain, tu m'appelles, je vais aller à la recherche des chrysalides. Alors ici, une chrysalide sur une clôture. Donc, c'était dans un milieu urbain. Euh, il y avait une petite colonie d'Asclépiades et la petite clôture a permis à la chenille d'aller se. Donc, en fait, la chrysalide est formée presque tout le temps à l'extérieur du plan d'Asclépiade. Elle ne reste pas là. C'est pour ça que lorsque on se fait un environnement, moi, je dis tout le temps aux municipalités ou les personnes qui me demandent des conseils pour faire un environnement pour le papillon monarque, c'est oui, d'avoir des plans d'Asclépiade, mais leur donner la chance à ces chenilles-là de pas se sauver de cet environnement-là, traverser une rue, par exemple, dans un milieu urbain. Donc, si on ne veut pas qu'elle traverse une rue, ben, placer une petite clôture de bois, une petite perche en forme de L, un pot de grès assez haut
pour qu'elle puisse aller s'installer. Regardez ici, c'est le long de mon, justement, de la bâtisse, d'une des bâtisses du boulevard industriel. On a ici la chrysalide. Plus loin, on en avait une deuxième. Plus loin, on en avait une troisième. Le papillon avait émergé. Il y avait très, très peu d'asclépiades communes. Alors, voyez-vous, elle s'est retirée, elle est allée se cacher. Alors, c'est pas vrai qu'on va les retrouver là, sur les plans d'asclépiades. On la voit ici, plus avec un plus gros plan. Alors ici, j'ai donc regardé une idée. On a quelques plans. On peut observer ici sur ces quelques plans qu'il y a absence de fleurs, il n'y a pas de prédateurs, grande probabilité d'avoir une chenille. Il y avait un petit peu plus en amont, il y avait vraiment des petites feuilles qui avaient été grignotées. Parce que vous savez, la chenille du papillon monarque, là, c'est pas c'est pas une chenille qui va aller complètement manger un plant d'asclépiade. Oh non. C'est une chenille qui mange très peu. C'est ce que j'ai observé. En fait, j'ai des données de la quantité d'asclépiades qu'elle va manger, la chenille, par jour. Et c'est vraiment avant de faire la chrysalide qu'elle va être plus gourmande. Elle va manger environ l'équivalent au total d'une feuille moyenne d'asclépiade commune et un tiers environ. Mais tout au long de ses 4 premières mues, avant de se transformer, avant de prendre la dernière quantité d'énergie avant de se transformer en chrysalide, elle va grignoter un peu, OK, une feuille. Après ça, elle se retire. Elle va aller se reposer. Là, je ne l'ai pas mis ma photo, là, mais j'ai plusieurs photos où une chenille se repose sur la feuille. Elle est au soleil. Hein? Ils sont à sang froid, les insectes. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de soleil, elle aime aller se placer lorsqu'elle a fait sa troisième, quatrième mue, là, pas lorsqu'elle est petite. Alors, elle va aller se reposer ici en plein soleil. Elle va se retrouver ailleurs que sur le plan pour la mue. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais elle va revenir sur un autre plan, grignoter un petit peu. Donc, elle ne va pas ravager le plan d'Asclépiade. Et par la suite, ben là, l'idée qu'elle a eue, c'est d'aller ici. Donc, on voit ici dans la boîte de bois. Donc, c'est une façon de rendre service à à la chenille du papillon monarque. Donc, on lui a donné ici, avec la petite caisson de bois, une protection. Ici, ces deux photos, on voit le plan d'Asclépiade, c'est dans une plate-bande, mais il y avait d'autres plans d'Asclépiade. On voit l'incarnate ici qui a été grignoté. Il y a un beau pot de grès ici avec rebord, ce qui est merveilleux. Alors ici, on voit que la chrysalide s'est formée sur le rebord. J'ai une amie qui était censée être avec nous ce soir. Elle n'est pas là, Monique, non? Alors, probablement qu'elle a eu, je suis certaine qu'elle a eu des problèmes techniques, mais elle, c'est sur, vous savez, vos bacs de récupération. Nous, à Victoriaville, on a le vert, le brun, le noir. Donc, pour le compost, pour la récupérer, puis pour les déchets. Alors, elle, c'est carrément sur son bac de récupération qu'une chenille est allée former sa chrysalide. Donc, vous voyez, ça se retire du plan pour aller former sa chrysalide à un endroit où cet endroit-là, ici, il n'y avait rien. Là, il n'y avait pas de prédateurs, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'araignée non plus. Donc, c'est un bel endroit. Ensuite, bon, mon amie Monique, qui n'est pas là ce soir, elle est aussi une de mes. Elle est elle est à la retraite. Donc, elle m'informe de ce qui se passe chez elle sur son terrain à Victoriaville. Alors, ici, elle a une très, très grande asclépiade incarnate que je lui avais donnée il y a quelque temps. Et ici, on reconnaît la consoude. Donc, elle a des plantes médicinales sur son terrain. Alors, on pourrait penser que la chenille puisse aller faire sa chrysalide sous une feuille d'incarnate. Non, c'est pas la place favorite. Mais elle aurait pu choisir d'aller sous son patio ici, c'est en bois. Là, je n'ai pas photographié jusqu'à la rampe, mais elle aurait pu aller là, sur la rampe, tout simplement. Et non, elle a choisi d'aller sur ce plan-là de consoude. Elle est ici, là. Je vais vous la montrer en gros. Regardez, elle est là. Donc, c'est ici. Alors, il faut faire, voyez-vous, je le répète, la fragilité. Qu'est-ce qu'on fait la journée de la fête du travail, hein?
On a une longue fin de semaine. On désherbe nos plates-bandes. On est où? On est où dans le temps, là? On est au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de briser les migrateurs. On est en train de les détruire. On arrache les mauvaises herbes. On coupe, on jette ça dans le bac de compost. Donc, tu sais, je le mentionne souvent dans mes conférences. On devrait, ce système-là, il est tellement fragile du papillon monarque que la fin de l'été, début de l'automne, on devrait laisser la nature comme ça, là. Moi, je ne touche à aucun de mes plants de fleurs, que ce soit d'échinacées, rien, rien. Lorsque je commence à faire un léger ménage, c'est le printemps où je vais couper les anciennes tiges, des asclépiades, des échinacées, etc. Mais c'est très fragile, là. Voyez-vous, là, si Monique décide d'aller couper sa consoude pour une raison ou une autre et la jeter parce que, bon, elle n'est plus assez bonne à consommer, ben, elle fait disparaître par le fait même la chrysalide. Alors, ça ici, est-ce que je te laisse parler, Flavie? Moi, j'ai terminé. Si vous avez des questions, si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez hâte au 10, si vous n'êtes pas là, c'est correct aussi. Ça veut dire que vous allez le faire dans votre milieu de vie, dans votre milieu urbain. Fait que je te laisse la parole, Flavie. Merci. En gros, c'était juste une petite diapositive pour vous présenter le projet iNaturalist. Donc, pour Cap sur les insectes, on a différents dessins. On a celui des papillons, libellules, coccinelles, lucioles, abeilles, etc. On en a plusieurs, celui des araignées aussi. Et pour chacun d'eux, on a un projet iNaturalist. Donc ça, vous avez juste à vous créer un compte. Je pense qu'il y en a déjà plusieurs d'entre vous qui êtes familiers avec cette application-là, mais ça permet de répertorier plein d'espèces, pas juste pour les insectes, mais pour les plantes, les mammifères, les oiseaux, tout ça. Donc, vous pouvez vous créer un compte, taper Essaim du monarque, et là, vous allez trouver le projet iNaturalist de Cap sur les insectes. Donc là, quand vous rejoignez les projets, ça vous permet de déposer vos observations, puis si ça correspond à un monarque, ben, il va automatiquement être répertorié dans notre projet. Donc ça nous permet de rapatrier toutes les observations de nos participants dans un même endroit. Et ce qui est intéressant avec iNaturalist, c'est qu'on peut voir tous les petits points oranges que vous voyez sur la carte. C'est tous des points où les gens ont observé. Ici, j'avais juste tapé Asclépiade. Donc, c'est un outil vraiment intéressant parce que ça nous permet de chercher, par exemple, que vous voulez, vous dites, OK, j'ai ma journée de congé, je vais aller faire du dépistage d'œufs ou dépistage de peu importe le stade du papillon monarque. Ben, vous pouvez taper Asclépiade commune sur iNaturalist et ça va vous montrer tous les points où elle a été observée. Comme ça, vous pouvez juste regarder autour de vous où elle a été observée pour vous dire, OK, ben, je peux me rendre à tel point et aller faire de l'observation là-bas. La Donc, vie. oui. Excuse-moi, est-ce que je comprends pas quand tu donnes le site Internet, pourrais-tu répéter le nom un petit peu plus lentement, s'il vous plaît? C'est écrit juste en haut, iNaturalist. Ou Ben, gars, My Naturalist, OK, c'est iNaturalist. correct. gars, Oui, E-Naturalist. naturaliste. Merci. ça fait Et puis, tu peux plaisir. aller sur le site de l'Association des entomologistes aussi. Sur le site aussi, il y a un lien. Je pense, Oui, on c'est ça. informe, là, oui. L'été passé, j'ai fait une petite vidéo YouTube Oui, tutoriel pour vous montrer comment créer votre compte et déposer une observation. Donc, je peux essayer. Je peux même vous la mettre, le lien de la vidéo en commentaire. Je vais faire ça en attendant. Puis, est-ce que tu là, peux juste me montrer c'est quoi la prochaine diapositive, ouais, Violette? c'est la dernière, tiens, c'est celle-là. Ah oui, ben c'est Euh, ça. C'est c'est ça. notre projet iNaturalist pour Cap sur les insectes. Donc là, c'est ça. Il y avait juste un membre. Là. C'est quand je venais de créer ce projet-là. Il a été créé l'été passé. On n'est pas beaucoup de membres. Mais plus on est, plus les observations vont s'accumuler, puis plus ça va être intéressant au fil des années de comparer où nos observations ont été faites. Donc, je vais aller. Ah, ben la formation, peux-tu reculer un peu, s'il te plaît? Ouais. Juste en bas, la formation iNaturalist, le lien est là. Donc, je vais retourner dans le PowerPoint puis je vais aller mettre le lien dans le Zoom pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Puis vous pourrez la copier-coller juste après. Je vais aller chercher ça. Donc, si vous avez des questions, ça serait le temps de les poser à Yolène. Puis sinon, après, moi, j'avais une photo. Tantôt, tu parlais que les gens, des fois, ils confondaient la chenille du papillon de céleri et celle du papillon monarque. Ben, j'ai pris deux photos justement la semaine passée des deux, puis je les ai mis en gros sur mon ordinateur. Donc, on pourra faire un partage d'écran dans quelques instants, puis je montrerai les deux chenilles en comparaison à côté.
Là, j'arrête-tu mon partage? Si tu veux faire le partage, Ouais, toi, là, est-ce que tu veux? Ou on peut faire deux partages. Là, on voit cette fenêtre-là. Est-ce que j'arrête mon partage si tu veux montrer ta ouais, chenille? je peux le OK. faire. Bon, OK. Tu peux le faire. partager. Moi Ouais. aussi, j'en ai photographié. Ça, c'est le monarque. Donc, c'est ça. C'est le papillon monarque. Euh, je voulais partager ma fenêtre au complet, mais là, il veut pas que je partage les deux en même temps. Donc, ça, c'est le Ah, papillon du c'est céleri. c'est ça. Donc, Mais, tu sais, il y en a qui confondent les deux. Hmm. ouais, c'est ça. Mais le papillon monarque, il y a vraiment juste des rayures, alors que le papillon du céleri, ben, premièrement, elle est verte et elle a des taches jaunes, noires et bleues. C'est assez distinctif, mais les chenilles de papillon monarque qui ont les petites cornes noires, alors que le papillon du céleri, il n'y en a pas. Par contre, le papillon du céleri, lui, fait partie de la famille des papillonidés. Et la caractéristique de ces chenilles-là, c'est vraiment intéressant, c'est quand on les dérange, là, je vous invite pas forcément à le faire, mais si ça arrive que vous l'accrochez soit avec vos mains ou une petite branche, la chenille va sortir une petite corne jaune orangé au-dessus de sa tête et là, ça va dégager une odeur assez puissante. Donc, si vous... Nauséabonde. Ouais, nauséabonde, c'est ça, c'est le bon terme. Je m'amuse, Flavie, j'ai des photos macro de ça, c'est mignon comme tout. Ah oui. Alors, je les agace un petit peu, puis faut pas que tu manques ton coup, là. Fait que je fais ça avec ma sœur. Ma sœur, elle les agace un petit peu. Puis là, ça sort. Puis là, j'ai le temps de prendre ma photo macro. J'ai plusieurs Mhm. photos de ça.